Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Je crois, eu récemment une expérience de méditation que beaucoup qualifieraient d'extrême, entre guillemets. Non, quand tu étais en Asie, tu es resté dans le noir, si je ne m'abuse. Oui, alors extrême. Bah, c'est-à-dire que on fait pas ça tous les jours, tout le temps, tu vois. Non, S'endormir, hein, je veux dire. Hein. Dans le noir, généralement, nous, on s'endort. mais tu peux juste nous raconter ce que ça fait au final. Est-ce que c'est dans cette expérience-là que, par exemple, tu as réussi à atteindre l'état dont tu parlais la dernière fois, un peu j'allais dire de grâce intérieure, tu vois, donc, mais de vide absolu en soi, ou voilà, comment est-ce que tu en es venu à vouloir faire ça ? C'est pas courant. Alors en fait, si on reprend la genèse, c'était lorsque je fais mes coachings, mes conférences sur les neurosciences, il y a également des pratiques respiratoires que j'aime faire, qui permet d'aller justement dans cet état un peu second. Et comme j'en faisais déjà beaucoup, j'ai voulu pratiquer tout ce qu'on appelle du Tao, du Qigong. Donc je suis allé en Asie dans l'école de Mantak Chia, qui est assez connue, dans laquelle j'ai passé mon diplôme pour être instructeur. D'accord. Alors, pas forcément pour donner des cours ici, ou peut-être, je sais pas, mais c'était plus par rapport à moi-même et cette volonté aussi d'introduire certaines pratiques dans mon coaching et mes conférences. Et puis, à cette occasion-là, à un moment donné, c'est vrai que c'était pas forcément prévu, mais j'ai eu assez de lâcher prise et de flexibilité pour le faire. Ils offrent la possibilité d'aller dans ce qu'ils appellent une dark room. Une dark room, c'est un bâtiment qui est plongé dans le noir le plus complet. Quand on dit complet, ça veut dire aucune lumière. Ça veut dire que tout est calfeutré, les fenêtres sont calfeutrées, tout est fermé, de façon à ce que ce soit un noir absolu. Donc, plus aucun repère spatio-temporel, quoi. Alors, temporel, si, parce qu'il y a quand même le bang qui arrive, donc il y a un repère, mais en tout cas, en termes d'espace, il n'y a pas cette repère. En tout cas, il n'y a plus de repère au niveau de la lumière. La lumière n'impacte plus le cerveau, en fait. Et donc, je suis resté une semaine. Donc, on était un petit groupe, et le but, c'était de faire tout en silence. Donc, c'était en silence, même s'il y avait des méditations qui étaient proposées. Hein, donc là, il pouvait y avoir un échange. Mais dans le noir, ça se joue, j'ai vécu, sur la mélatonine, mais également sur la glande pinéale, et donc sur notre perception, je dirais, de la réalité. Et ce qui m'a étonné après une semaine dans le noir. Mais du coup aussi toute la douche, le manger. Et même faire ses affaires dans le noir. Ah ouais. Donc là, effectivement, ça demande un peu le repère. La douche. Ça développe l'ouïe, je suppose, parce que si tu es en interaction avec les autres. Alors oui, parce que ce qui se passait, c'est que. Faut pas se rentrer dedans. C'était pas aussi extrême que ça, c'est que tous les jours, en fait, on devait être installé à même endroit, à la même place, pour la pratique. Oui. Donc il fallait avoir nos repères, compter les pas, et aussi pour la nourriture, on avait un peu de nourriture. Quand je dis un peu, c'était extrêmement léger. C'était le matin, je sais plus ce qu'il y avait, une petite soupe, un thé, 2-3 fruits. Et c'était léger, et à midi pareil, le soir pareil. Donc, d'accord, pas de la grande cuisine, quoi. C'est extrêmement léger. L'idée là-dedans, c'était aussi que c'est un état un peu quasiment de jeûne. Quasiment de jeûne, d'accord, ok. Et d'ailleurs, le maître disait si vous avez faim, mangez plus de salive. Donc, et voilà, mais c'est un principe aussi qui est relié, qui est de dire.
qu'il y a à voir aussi avec l'alimentation. L'alimentation, c'est important pour le corps et souvent, nous, on a tendance à trop manger. Si vous mangez trop, vous avez beaucoup de mal à méditer. Parce que tout le corps, il est en train de digérer et ça prend beaucoup d'énergie pour le corps. Et le fait d'être dans cet état où on mange très très peu, eh bien, ça laisse place à autre chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas gêné par votre digestion. Pour faire une aparté aussi, le but du yoga, à la base, c'est d'arriver à la méditation. Pourquoi est-ce que les gens faisaient du yoga à l'origine? C'est pour justement calmer le corps et le cerveau, pour qu'ensuite arriver à l'état à faire pratiquer la méditation. Le yoga qui est une étape vers la méditation. Donc c'est pour ça qu'on dit on fait du yoga, ça déstresse et tout. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est une étape qui permet d'aller vers la méditation. Et donc dans cette étape, dans le noir le plus complet, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont étonnantes, mais pour faire simple, parce que notre temps est limité, et ce qui a été le plus marquant, c'était à un moment donné, je suis sorti, juste pour commencer donc un soir, pour commencer à s'accoutumer un petit peu à la lumière. Et là, je me suis rendu compte que j'avais qu'une seule envie, c'est de retourner dans le noir. Parce qu'en réalité, ce que je vivais à l'intérieur me paraissait beaucoup plus réel que ce que je vivais à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que je vivais à l'intérieur de moi, même avec les yeux ouverts dans le noir plus complet, m'avait paru beaucoup plus réel que ce que je vivais dehors avec les lumières et la vie qui pouvait être autour, même si c'est un endroit qui était très calme. Et ça, c'est une grande leçon, entre guillemets, pour moi, qui signifie bien que notre vie intérieure, elle est beaucoup plus, elle est plus vraie que ce qu'on voit à l'extérieur. D'autant plus que notre réalité extérieure, elle est unique. Il n'y a pas une réalité. Si vous demandez à 10, 15, 100 000 personnes ce qu'ils ont vécu, même s'ils ont vécu la même chose, chacun vous dira quelque chose de différent. Parce que notre cerveau crée des filtres, notre vue crée des filtres. Donc ça a des avantages, ça peut voir certaines couleurs, mais n'imaginez pas que ce que vous vivez, les autres le vivent, parce qu'en fait, c'est faux. Tout le monde a sa propre réalité. Et si tout le monde a sa propre réalité, je dirais par extension, ça veut dire que la réalité, elle n'existe pas. Puisque chaque réalité est différente. Par contre, ce que vous vivez, vous, avec vous-même, ça c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vous qui vivez et c'est à votre réalité, c'est à votre sensation. Et ça a modifié ta pratique de méditation, cette expérience dans le noir? Non, ça ne l'a pas modifié, mais ça m'a donné une autre prise de conscience qui est importante. Qui est importante et qui fait qu'aujourd'hui, je fais de plus en plus attention à qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Parce qu'on se rend compte que cette réalité, elle est vraie, quoi. Elle est vraie, oui. Elle est vraie pour soi, parce qu'il y a toujours soi avec soi-même. Et que c'est aussi important, voire plus important que ce qui peut se passer à l'extérieur et ce en quoi on est en réaction, en fait. Mais complètement. Après, ça ne veut pas dire non plus, attention, il y a toujours un danger là-dessus. C'est que certains disent, je vais faire l'ermite, je sais pas où, et puis tout va bien se passer. Mais moi, je trouve que l'extérieur est magnifique. On vit dans le monde quand même, c'est pas pour rien. Oui, mais ce que je trouve magnifique, c'est que c'est un formidable miroir. Je veux dire, si après 2 semaines de méditation, ou si vous sortez de chez vous, vous croyez le zen, et puis il y a quelqu'un qui vous rentre dedans et vous donnez foudrage, c'est un merveilleux miroir pour vous dire que vous croyez être et vous n'y êtes pas du tout. Donc souvent on imagine que l'autre c'est un ennemi, mais en fait c'est un ami caché. Il vous montre les choses sur lesquelles vous n'avez pas encore bien travaillé, il vous paie le doigt. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour faire la mouche du coche, ou une situation, ou pour vous montrer que finalement on est encore loin du compte. Oui, donc je suis vraiment dans l'idée de... Oui, on fait les choses à l'intérieur, c'est soi avec soi-même, mais on est toujours en relation avec l'extérieur, et l'extérieur, quelque part, il va commencer également à nous montrer, à nous faire une sorte d'effet miroir ou de feedback de ce qui se passe. Si par exemple, parce que sinon, si on reste que dans un état et qu'on est tout seul et qu'on n'a aucun challenge extérieur,
avec le mental, on peut s'imaginer qu'on est super fort. On est, oh, je suis un grand maître, je médite, ça y est, j'ai plus de pensée, tout va bien. Et puis en fait, au moins une petite chose, pouf, ça part. Vous voyez. Donc, comme je dis souvent, il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ouais. On est toujours les pieds sur terre. Et si on revient au niveau des pensées, la deuxième chose qui m'a vraiment marqué lorsque je suis ressenti dans le noir, c'est l'absence totale de pensée, qui a duré plusieurs jours. C'est-à-dire que mon cerveau ne pensait plus. Et j'ai pu observer mon cerveau en train de ne pas penser. Et ça, c'est une très belle expérience aussi. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il n'y a rien qui se passe et qu'il n'y a plus de pensée. Ah ouais. Et ça, c'est très agréable. Ah oui. Oui, non, je pense que... Ah oui. T'as pas de côté dépressif. Parce que moi, par exemple, j'adore la lumière. Vraiment, tu vois, j'aime pas l'obscurité, j'adore la lumière. Donc, j'aurais peur, c'est une peur, hein, j'en conviens, j'aurais peur du côté dépressif, quoi, que justement, ça m'entraîne dans des pensées, même si c'était pas le but, noires, quoi. Non. Et moi, j'ai pas cette peur. Toi, t'as pas cette peur. D'accord. Alors, ouais, j'ai aussi un avantage là-dedans, c'est que j'ai fait au bout de 4 semaines où j'étais déjà sur place. Donc 4 semaines de pratique de 6h30 du matin jusqu'à 9h du soir, où on faisait beaucoup d'exercices de Qigong, de purification, de Tao. Et donc, au moment... T'étais déjà préparé quand t'avais... Oui, donc au moment où je suis rentré dans cette dark room, j'étais déjà... c'est pas que j'étais préparé au noir, parce qu'on ne prépare pas au noir, mais j'étais déjà dans une prédisposition où j'étais prêt à aller plus vers l'intériorisation. Voilà, oui. Je sais que certaines personnes ont eu beaucoup plus de mal, parce que moi j'ai fait 1 semaine, mais d'autres font 2 semaines, voire 3 semaines. Et lorsque vous venez de votre travail, dans un pays occidental, ou comme un Indien qui est là, qui est resté une journée, qui est directement dans un dark room, ben c'est un peu comme on prend un virage. Si vous prenez un virage à 30 km/h, c'est pas pareil que si vous le prenez à 100 km/h. Oui, d'accord. Oui. Et la décélération était extrêmement forte. Oui. Donc ça se prépare, ça se pas du jour au lendemain, et puis ça a aussi je dirais, il y a aussi une intention, et puis sentir que c'est bon pour soi aussi. Oui, tout simplement. Ouais. Moi, je dis pas qu'il faut aller dans un dark room. Hein. Non. Chacun doit faire sa propre expérience et sentir. Je décris juste une expérience que j'ai vécue à un moment donné. Oui. Je vois qu'il y en a qui arrivent à méditer dans la neige à 0 degré. Très bien, moi je suis pas là-dessus, mais pourquoi pas. Wim Hof, pour ne pas le citer. Par exemple, et lui ou d'autres, et ben c'est très bien. C'est bien, c'est une autre voie aussi, et c'est une autre voie de maîtrise, et je trouve ça super. Ça peut être demain, j'irai dans une banquise et m'y mettre, parce que, bon, à voir. Oui. Mais il faut faire les choses parce que ça a un sens pour soi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on vit dans une société où on est systématiquement stimulé. On est stimulé par nos sens extérieurs. Oui. Ce que veulent les gens, c'est prendre quelque chose de vous, en vous donnant en fait un cadeau bonus à côté. Donc ça va être, si je prends des exemples, ça va être des publicités pour vous acheter telle voiture, pour vous partir en voyage à tel endroit, ou pour acheter le dernier téléphone portable, ou le dernier ordinateur. Et on vous explique que si vous avez ça, vous allez être heureux, que ça vous... En plus, si on a l'impression que ça va vous donner quelque chose. Ça va vous donner un statut social. Un statut social, ça peut être la montre, je sais pas, ça peut être tellement de choses différentes et qui sont complètement illusoires. Parce qu'en réalité, même si ça vous donne ce statut social, est-ce que vous serez plus heureux ? Bah, honnêtement, je crois pas. Hein. Non. Et en plus, ça dure pas. Et ce vide qu'on a tous quelque part, bien, si vous croyez que vous allez le vide combler par des éléments extérieurs, c'est pas possible. Au mieux, c'est temporaire. C'est ça. Ne pas, mais à ce moment-là, c'est une machine infernale. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le dernier portable, après vous allez voir le dernier ordinateur, vous allez voir la dernière voiture, après vous allez voir autre chose, après vous voulez ci, après il faut les derniers vêtements, après il faut ci. Et en fait, c'est un puissant fou. Hein. C'est un puissant fou. Donc, il faut faire attention aux stimulus extérieurs. Parce que, bien souvent, c'est normal. En même temps, c'est des stimulus qui sont intéressés. On vous vend quelque chose, on veut prendre de votre temps, on veut prendre quelque chose de votre attention, par exemple. Hein, c'est le cas des publicités. Et si
on se laisse absorber par là, mais après c'est beaucoup plus compliqué d'être en relation avec soi-même. Surtout dans les médias par exemple. Parce que les médias, ils vous envoient de nombreuses informations. Et c'est toujours des choses qui sont catastrophiques. Quand vous écoutez les médias, alors là, vous avez l'impression qu'à la fin, vous êtes dans un pessimisme absolu, quoi. Et quelque part, on peut même pas leur en vouloir parce que déjà, ils font ça depuis tout le temps. Et deux, en plus, dans leur mode de leur business plan, c'est ça. Très bien c'est leur fonds de commerce, en fait. Le fonds de commerce, c'est la peur. Voilà. Parce que si vous annoncez des choses qui sont normales, personne ne fait attention. Tandis que si vous annoncez des choses qui font peur, les gens, ils écoutent parce que ça fait peur. Oui. Sauf que c'est pas toujours vrai. Non. Je vois, si on regarde encore ce qui s'est passé avec l'épidémie, attendez, tous les jours, on nous racontait tout et n'importe quoi. Et ça changeait tout le temps. Mais si vous les écoutez, vous faites la quille sans arrêt. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Et puis après, c'est des mentis, et puis c'est ci, c'est là. On arrive à un moment donné presque, on a l'impression qu'on arrive à créer des problèmes pour trouver des solutions qui vont recréer d'autres problèmes, et ça devient quelque chose qui... Enfin, un puissant fond. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'éviter de pas trop regarder les médias une fois par jour, 2 fois par jour s'il faut, mais faire attention parce que ça prend beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie. Notamment chez les enfants, par exemple, on les met sur une tablette, ils sont complètement hypnotisés. Moi, j'ai toujours été surpris par certains parents qui, lorsqu'ils amènent leur enfant au restaurant, ils leur mettent sur une tablette et le gamin, il est complètement hypnotisé par ce qu'il voit, par le film, etc. Sauf qu'en faisant ça, on capte toute son attention. Et ça, quelque part, ça va l'empêcher d'avoir de la créativité. Parce que si vous mettez un enfant sur une table avec simplement un crayon et puis une feuille, si même si au début il s'ennuie, il va commencer à faire quelque chose. Et puis ça va développer quelque chose. Tandis que les smartphones, Internet et la télé, eh bien oui, c'est des instruments qui sont formidables parce que ça permet de communiquer entre nous, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et donc ça a un côté qui est extrêmement positif, et il ne faut pas le nier. Mais il y a aussi un côté qui peut être extrêmement négatif et qui est dangereux parce que c'est addictif. Donc il faut faire attention en fait. Puis ce sont des écrans aussi. Et c'est des écrans aussi, il y a ça aussi. Et au-delà de ça, il faut faire attention. Et pour apprendre à faire attention, moi je ne connais pas meilleure méthode que la méditation. Parce que dans ce cadre-là, c'est là, on porte attention à soi-même. Qu'est-ce que je vis ici et maintenant? Et comment est-ce que j'arrive à quelque part à me libérer de ces pensées et à rentrer dans cet état présent? Super. Est-ce que, avant qu'on clôture cet épisode, qui est déjà très riche, tu pourrais nous dire, tu as déjà donné tout un tas de conseils, parlé de tes expériences, quelles seraient pour toi, pour quelqu'un qui ne sait pas trop par quel bout prendre les choses, mais qui sent qu'il aurait besoin, pour tout un tas de raisons différentes, qui aimerait se mettre à la méditation, qu'est-ce que serait ton conseil ultime? La question à $3000, mais voilà, c'est ma petite conclusion, j'aime bien conclure là-dessus. Un conseil pragmatique. Alors, mon conseil, il est simple, n'apprenez rien. C'est-à-dire, n'allez pas chercher des livres de méditation, des vidéos, des choses, rien du tout. Mettez-vous tranquillement dans un endroit et commencez par écouter le silence. Ou essayez d'avoir la spatialité, comme je l'ai montré tout à l'heure. Oui. Mais restez dans cette simplicité. On apprend trop de choses. On a trop de choses dans la tête. Et la seule véritable expérience, c'est soi avec soi-même. Un jour, j'ai connu quelqu'un qui était toujours extrêmement calme, posé, et qui pourtant avait un travail qui était extrêmement prenant. Et je me demandais comment il faisait. Et je lui dis, mais tu médites? Il me dit, ah non, jamais, j'ai horreur de ça. Ah bon? Bon, très bien. Et puis en discutant avec sa femme, j'ai appris qu'en fait, tous les week-ends, il allait à la pêche. Et il passait 5-6 heures à attendre que le poisson arrive. Alors, autant vous dire que lorsque vous attendez dans les temps en qualité un poisson qui arrive, et vous êtes capable d'attendre 5-6 heures, eh bien vous êtes dans cet état déjà méditatif, et sans le savoir. Oui, d'accord. Donc,
On n'a pas besoin de livres, de ci, de là. Simplement écouter ce qui est. Ah oui. Si on n'arrive pas à écouter ce qui est, parce que des fois, il peut y avoir beaucoup de bourdonnement aussi du cerveau. Mhm. Mais regardez le bourdonnement. Essayez d'observer. Il faut... L'une des clés, c'est être capable de différencier entre l'observant et l'observateur. Je ne sais pas si je le dis correctement. C'est que arriver à s'observer en tant que personne. Un peu comme si vous étiez dans un cinéma et vous regardez finalement un film, mais le film, c'est vos pensées. C'est vous. C'est vos pensées. Essayez de détacher. Ce qui rend la méditation difficile, pour certains, c'est en fait le fait de s'identifier à ses pensées. Donc tu veux dire, moi je sais que je fais ça parfois, tu vois, avec des émotions trop gênantes qui arrivent. C'est-à-dire que j'essaye de me dire, cette émotion, ce n'est pas moi, de la sortir un peu de moi pour mieux la regarder et du coup pour la traiter. Mais c'est un peu ce que tu veux dire par se distancier de ses pensées. Oui, ça peut être une solution. Oui, oui. Même si une émotion, on peut la regarder et ça peut être un message. Mais il faut arriver à créer cette distance entre ce qui je suis et les pensées et ce qui se passe à l'extérieur. Parce que, dites-vous bien que, comme ce qu'on a dit au début, c'est pas parce que vous pensez quelque chose que c'est vrai. Et si ça se trouve, la pensée que vous avez, c'est simplement un programme. C'est un programme que vous avez eu, comment on a refait l'histoire de quand on est petit, etc. Ça peut être tout à fait une réaction et un programme. Donc si vous identifiez un programme, vous devenez ce programme. Donc pour en sortir, il faut arriver simplement à regarder ce qui est et donc prendre du recul. Donc, essayez par écouter le silence. C'est déjà quelque chose qui sera pas facile. Et si vous avez vraiment ces programmes, eh bien je peux donner aussi une autre méthode. Essayez par exemple le soir, simplement vous fermez les yeux et vous allez simplement rembobiner votre journée. Vous la rembobinez. Donc vous prenez le temps d'arriver jusqu'où vous vous réveillez. Ensuite, vous pouvez simplement ouvrir les yeux et imaginer qu'avec vos yeux, vous avez projeté votre journée comme sur un écran de cinéma. Et à ce moment-là, vous allez simplement regarder votre journée sans rien de plus, sans jugement, sans rien, simplement regarder votre journée. C'est un exercice qui va prendre 1, 2, 3 minutes, mais si vous êtes capable de regarder votre journée tranquillement et sans émotion, quelque part c'est comme si ça nettoyait tout le cerveau. Ah ouais. Et ça c'est déjà une première étape. C'est déjà une très bonne étape. Ouais, c'est une bonne étape effectivement. Ouais. Qu'on peut faire. D'accord. Vous pouvez même le faire dans votre lit. C'est-à-dire que vous faites ça dans votre lit, vous êtes allongé, et vous imaginez vous rembobiner, et vous regardez les yeux, vous regardez au plafond, et vous imaginez toutes vos journées en 1 minute, 2 minutes, tout ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, et sans aucun jugement, simplement regarder. Hop. Puis ensuite vous fermez les yeux. Déjà, si vous arrivez à faire ce petit exercice, naturellement vous aurez déjà moins de pensées. Et ensuite, si vous voulez vous focaliser sur le silence, ça peut être une deuxième étape après. Ah super, très bien, j'essaierai. Merci beaucoup Julien de nous avoir accueillis et accordé tout ce temps, c'était très riche. Et puis voilà, le prochain épisode la semaine prochaine aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.